Après avoir été expulsée d'une maison dans laquelle elle n'aurait jamais imaginé entrer, une femme ordinaire tient entre ses mains ce qui peut guérir une douleur que personne ne pouvait atteindre, mais seuls ceux qui resteront jusqu'à la fin comprendront pourquoi. L'horloge du salon marquait exactement 6 heures du matin, lorsque Henri Dubois était déjà debout, ajustant sa cravate bleu marine devant le miroir. Son reflet montrait un homme de 42 ans, aux cheveux châtains bien taillés et aux yeux qui portaient une fatigue qu'aucun café ne parvenait à dissiper. Par la fenêtre de sa chambre, il pouvait contempler les premiers rayons de soleil se levant derrière les collines de Montmorency, en Île-de-France. La vue était l'une des raisons pour lesquelles il avait choisi cette maison 3 ans auparavant, quand il avait décidé que ses filles avaient besoin d'espace et d'air pur pour grandir loin du chaos de la capitale. La maison, une élégante demeure à 2 étages dans une résidence sécurisée, avait été méticuleusement planifiée pour offrir une sécurité maximale. Des caméras aux 4 coins du terrain, une clôture électrique, un système d'alarme directement connecté au centre de sécurité de la résidence. Henri vérifiait 3 fois les serrures avant de se coucher, un rituel qu'il ne manquait jamais d'accomplir, même lors des journées les plus épuisantes. Il finit de s'habiller et suivit le couloir en direction de la chambre des jumelles. Il frappa doucement avant d'entrer, comme il le faisait toujours, bien qu'il sût que les filles seraient endormies. Lucie et Marion, 9 ans tout juste, dormaient enlacées dans le lit de Marion, malgré leurs chambres individuelles décorées avec le plus grand soin. Leurs cheveux châtains foncés s'étalèrent sur les oreillers, et seul un observateur très attentif aurait pu distinguer les différences subtiles entre les deux. Henri s'approcha à pas feutrés. Ses yeux, l'espace d'un instant, s'adoucirent. En observant ses filles, en les regardant, il voyait le visage de Claire, son épouse, disparue 3 ans plus tôt dans un accident de voiture sur la route reliant Paris à Montmorency. Le souvenir faisait encore mal comme un poignard. Mais Henri avait appris à garder cette douleur uniquement pour les moments de solitude, quand les filles dormaient déjà et que personne ne pouvait le voir s'effondrer. « Les filles » appela-t-il, d'une voix contrôlée, touchant légèrement l'épaule de Lucie. « Il est l'heure de se lever. » Les filles se réveillèrent presque simultanément, comme si elles partageaient non seulement leur apparence, mais aussi leur cycle de sommeil. Elles ouvrirent les yeux, identiques à ceux de leur mère, marron, avec de petits points dorés, autour de l'iris. « Bonjour, papa » murmura Lucie, la plus expansive des deux, se frottant les yeux. « Pourquoi Marion est-elle encore dans ta chambre » demanda Henri, le ton plus sévère qu'il ne l'aurait voulu. Marion, la plus calme et observatrice, s'assit sur le lit et baissa le regard vers ses propres mains. « Elle a fait un rêve avec maman, et elle était triste » expliqua Lucie, protectrice. Le visage d'Henri se durcit presque imperceptiblement. Le sujet clair n'était pas interdit dans la maison, mais Henri ne savait jamais comment réagir quand les filles évoquaient des souvenirs de leur mère. Son instinct était toujours de changer de sujet, de se diriger vers quelque chose de pratique, de tangible, comme les horaires et les engagements. « Je comprends, dit-il, consultant sa montre, mais rappelez-vous notre accord sur le fait de dormir chacune dans sa chambre. Nous avons 6 minutes pour que le petit déjeuner soit sur la table. Madame Josette est déjà en train de tout préparer. » Les filles acquiescèrent, déjà habituées, à la précision chronométrée de leur père. Il n'y avait pas de place pour les retards dans la maison des Dubois. Henri sortit de la chambre, laissant la porte entr'ouverte pour s'assurer que ses filles ne se rendormiraient pas. Dans la cuisine, Madame Josette, la cuisinière qui venait tous les matins préparer les repas, organisait la table du petit déjeuner. À 62 ans, elle était la plus ancienne employée de la maison, ayant accompagné la famille depuis avant le départ de Claire. « Bonjour, monsieur Henri » salua-t-elle, plaçant une tasse de café noir sur la table. « J'ai fait ce gâteau aux carottes que les filles aiment tant. »« Merci, Josette. Mais aujourd'hui, elles mangeront seulement des fruits et des céréales. Lucie s'est plainte de maux de ventre hier, et la nutritionniste de l'école a envoyé une circulaire sur l'alimentation. » Équilibrée. La dame soupira discrètement, mais ne contesta pas. Elle avait appris depuis longtemps que remettre en question les décisions d'Henri était inutile. Depuis l'accident, il était devenu inflexible dans ses méthodes d'éducation, comme s'il pouvait compenser l'absence de la mère par des règles et des routines inébranlables. Les filles descendirent ponctuellement,
déjà vêtues de l'uniforme de l'école privée où elles étudiaient, l'une des institutions les plus prestigieuses et sécurisées de Paris. Elles s'assirent à table en silence, mangeant méthodiquement leur petit déjeuner. « Papa !» appela Marion après quelques minutes, sa voix presque un murmure. « Aujourd'hui, c'est le jour d'apporter un objet spécial pour le cours d'expression et mémoire. » Henri fronça les sourcils, mâchant une tartine. « Quel genre d'objet, Marion ?»« Quelque chose qui nous rappelle quelqu'un d'important, » expliqua la fillette, les yeux fixés sur son assiette. « Je voulais apporter le bracelet de maman, celui avec les perles bleues. » Le silence qui suivit fut dense. Henri avala difficilement, sentant sa poitrine se serrer. Les bijoux de Claire étaient rangés dans une boîte au fond de son armoire, intouchés depuis qu'il les avait recueillis sur la table de nuit à côté du lit conjugal. « Je ne pense pas que ce soit approprié, Marion, » répondit-il finalement. « Des objets précieux peuvent se perdre à l'école. Pourquoi ne pas prendre ce porte-clés en forme d'ours que j'ai acheté lors de notre voyage à Versailles ?» Les yeux de la fillette se remplirent de larmes, mais elle acquiesça simplement sans argumenter. Lucie lança un regard inquiet à sa sœur, mais resta également silencieuse. Elles avaient appris tôt que l'insistance changeait rarement l'opinion de leur père. Henri consulta sa montre à nouveau. « Nous sommes dans les temps. Sophie arrivera dans 5 minutes pour rester avec vous jusqu'à l'heure de l'école. » Sophie était la gardienne actuelle, la 4e en moins de 2 ans. Les précédentes avaient démissionné, incapables de s'adapter aux exigences d'Henri et au climat émotionnel de la maison. Sophie, une femme d'une 30aine d'années, diplômée en pédagogie, semblait être la plus résistante jusqu'à présent, complétant presque 5 mois de travail. Comme prévu par Henri, la sonnette retentit précisément à 7 heures. Sophie entra précipitamment, les cheveux encore humides de sa douche récente. « Bonjour, monsieur Henri. Les filles » salua-t-elle avec un sourire tendu. « Bonjour, Sophie » répondit Henri, prenant déjà sa serviette en cuir sur le buffet. « Les filles viennent de prendre leur petit déjeuner. Marion s'est plainte d'un mauvais rêve la nuit dernière, alors soyez attentive à tout signe d'anxiété. Le médicament est dans le placard de la cuisine, 3e tiroir au cas où elle en aurait besoin. » Lucie accourt de balai après l'école, son uniforme est préparé dans le sac à dos rose. L'agenda avec les horaires est à jour sur le réfrigérateur. En cas d'urgence, appelez-moi immédiatement. Sophie acquiesça, absorbant les instructions comme un militaire recevant des ordres. Henri embrassa rapidement ses filles sur le front et se dirigea vers la porte. « Ah, j'ai failli. Oublié, » se retourna-t-il avant de sortir. « Le nouveau babyphone est installé dans le salon et dans les chambres. Je surveillerai via mon téléphone pendant la journée. » Sophie força un sourire, mais ses yeux trahissaient son malaise face à cette surveillance constante. Les filles restèrent impassibles, comme si la présence de caméras était aussi naturelle que l'air qu'elles respiraient. Dès que la porte se referma, un soupir collectif, presque imperceptible, parcourut le salon. Les épaules de Sophie se détendirent légèrement, et les filles échangèrent des regards rapides. « On va se brosser les dents et prendre nos cartables » suggéra Sophie d'une voix plus légère. Tandis que les jumelles montaient les escaliers, Sophie les observa pensivement. Travailler dans la maison des Dubois était comme marcher sur des œufs tous les jours. Henri était un homme correct, payait bien et ponctuellement, mais son obsession du contrôle étouffait toute possibilité de spontanéité. Les filles, malgré leur éducation et leur affection, souriaient rarement pour de vrai. Leur regard contenait une mélancolie bien trop profonde pour des enfants de 9 ans. À l'étage, dans la salle de bain partagée, Lucie et Marion se brossaient les dents côte à côte, en silence. Dans le miroir, Marion remarqua que sa sœur l'observait. « Tout ira bien », chuchota Lucie, si bas que seule sa jumelle pouvait l'entendre. « Un jour, j'obtiendrai ce bracelet pour toi. » Marion sourit timidement, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dans la chambre voisine, la lumière rouge du babyphone clignotait continuellement, comme pour rappeler que, même dans les moments les plus intimes, elle n'était jamais vraiment seule. Dans la voiture, en route vers le cabinet d'avocat où il était associé, Henri observait sur l'écran de son téléphone ses filles se préparant pour l'école. Ses collègues l'admiraient pour son dévouement envers les filles, pour la façon dont il parvenait à équilibrer une carrière réussie avec l'éducation de ses filles tout seul. Personne n'avait besoin de savoir combien cette apparente compétence lui coûtait, combien de nuits il passait éveillé,
craignant que quelque chose n'arrive à ses filles, le seul morceau de clair qui lui restait encore dans ce monde. La circulation était lente ce matin-là, permettant à ses pensées de vagabonder. Il se souvint comment Claire disait toujours qu'il était excessivement prudent, riant de sa tendance à planifier chaque détail. « La vie ne tient pas dans des tableurs, mon amour, » disait-elle. Souvent. Mais Claire avait tort. La vie, Henri l'avait découvert de la manière la plus douloureuse possible, était précisément le genre de choses qui devait être contrôlées, planifiées, protégées à tout prix contre le chaos et l'imprévisibilité. Et ses filles ne souffriraient jamais par manque de préparation ou de vigilance. Pas à temps qu'il pourrait l'éviter. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le lundi commença de manière atypique dans la maison des Dubois. Le téléphone sonna à 5h30 du matin, réveillant Henri avant même l'alarme programmée. De l'autre côté de la ligne, la voix tendue de Sophie expliquait qu'elle était à l'hôpital, victime d'une forte douleur abdominale durant la nuit. Le diagnostic préliminaire indiquait une appendicite et l'opération était prévue pour ce matin même. « Je suis désolée, monsieur Henri, » disait Sophie, la voix affaiblie par l'effet des analgésiques. « Je sais que vous avez cette audience importante aujourd'hui. » Henri passa la main dans ses cheveux, essayant de traiter l'information, tandis que son esprit calculait déjà les implications. L'audience de ce matin était cruciale pour le cabinet, une affaire de litige sociétaire, impliquant l'une des plus grandes entreprises minières du pays. En tant qu'associé principal, sa présence était indispensable. « Ne vous inquiétez pas pour votre santé, Sophie. Concentrez-vous sur votre rétablissement, » répondit-il d'une voix contrôlée, cachant l'anxiété croissante. « Bon rétablissement. » Il raccrocha le téléphone et composa immédiatement le numéro de l'agence de garde d'enfants qu'il utilisait habituellement en cas d'urgence. La standardiste, d'une voix ensommeillée, l'informa qu'à cette heure-ci, il serait impossible de trouver quelqu'un disponible pour un début immédiat, surtout à Montmorency, éloigné du centre de Paris. La sensation d'impuissance, si rare dans sa vie méticuleusement planifiée, fit qu'Henri ressentit une oppression dans la poitrine. Il respira profondément, essayant de reprendre le contrôle. Il regarda l'horloge. 5h40. Les filles se réveilleraient dans 20 minutes. Tandis qu'il s'habillait à la hâte, il composa le numéro de Paul Martin, son associé et ami le plus proche depuis l'époque de la faculté de droit. Paul était l'un des rares à comprendre ce qu'Henri avait traversé depuis l'accident qui avait emporté Claire. « Paul, excuse-moi pour l'heure, » dit-il dès que son ami répondit. « J'ai une urgence. Sophie, la gardienne des filles, est hospitalisée. J'ai l'audience du dossier Minière Aurore ce matin et je n'ai personne pour rester avec les jumelles. »« Calme-toi, Henri, » répondit Paul, semblant déjà éveillé. « Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Denise Perrin, une dame qui a travaillé chez ma mère pendant des années. Elle est comme de la famille pour nous. Actuellement, elle garde des enfants dans des maisons particulières. Elle est absolument digne de confiance. Pourrait-elle venir maintenant? Immédiatement? Je vais l'appeler. Elle habite à Saint-Antoine, ce n'est pas très loin de Montmorency. Je t'envoie son contact par message dans quelques minutes. » Henri remercia, un peu soulagé, mais encore méfiant. Il n'aimait pas les étrangers dans sa maison, surtout quelqu'un qui n'avait jamais été soumis à son rigoureux processus de sélection, qui comprenait une vérification des antécédents et de multiples entretiens. Mais la situation exigeait des mesures exceptionnelles. Ponctuellement, à 6h, il entra dans la chambre des jumelles pour les réveiller. Comme il le soupçonnait, il les trouva à nouveau dormant ensemble dans le lit de Lucie. « Bonjour les filles » appela-t-il, allumant la lumière de la lampe de chevet. « Nous avons un changement de routine aujourd'hui. » Les jumelles se réveillèrent, regardant leur père avec une curiosité endormie. Les changements dans la routine étaient suffisamment rares pour mériter une attention immédiate. « Sophie est malade et ne pourra pas venir aujourd'hui, » expliqua-t-il, s'asseyant au bord du lit. « Une nouvelle personne viendra aider pendant quelques jours, jusqu'à ce que Sophie aille mieux. »« Elle va bien, papa ?» demanda Lucie, avec une préoccupation sincère dans sa voix. « Elle ira bien, » répondit Henri, surpris par la compassion de sa fille pour quelqu'un qui, après tout, n'était qu'une employée. « Maintenant, préparons-nous, le petit déjeuner est presque prêt. » Dans la cuisine,
Madame Josette était déjà arrivée et préparait des crêpes, ignorant le régime restrictif qu'Henri avait mis en place ces dernières semaines. Il décida de ne pas commenter, reconnaissant que ce n'était pas un jour pour plus de conflits. « Monsieur Henri, » appela Josette en servant le café, « je peux rester avec les filles jusqu'à ce que cette nouvelle personne arrive. Je sais que vous êtes inquiet. » Henri considéra l'offre. Madame Josette, bien que fiable en cuisine, avait des problèmes de santé qui l'empêchaient de suivre l'énergie de 2 enfants de 9 ans. De plus, elle devait rentrer chez elle à midi pour s'occuper de son mari, qui souffrait de problèmes cardiaques. « Je vous remercie, Josette, mais j'ai besoin de quelqu'un qui puisse rester toute la journée. » L'audience pourrait se prolonger l'après-midi. Le téléphone vibra dans la poche de sa veste. C'était Paul, envoyant le contact de Denise Perrin avec un message. « Elle est en route. Elle devrait arriver dans 40 minutes. » Henri appela immédiatement, ayant besoin d'entendre la voix de la personne à qui il confierait ses filles. Denise répondit à la 2e sonnerie. Sa voix était ferme et sereine, avec un accent français prononcé qui révélait ses origines provinciales. « Bonjour, Monsieur Henri. Je suis dans le taxi, en route vers votre résidence. Monsieur Paul m'a expliqué la situation. Vous pouvez être tranquille. » Quelque chose dans sa façon de parler, une assurance sans arrogance, fit qu'Henri ressentit une pointe de confiance. Néanmoins, il la bombarda de questions sur son expérience, ses références et son approche avec les enfants. Denise répondit à tout avec patience et clarté, sans s'intimider face à l'interrogatoire. Les filles prennent leur petit déjeuner à 6h20, partent pour l'école à 7h30. Le bus scolaire les prend au portail intérieur de la résidence, instruisit Henri, toujours au téléphone. L'agenda complet est sur le réfrigérateur. Pour toute question, vous devez m'appeler immédiatement. À 7 heures, la sonnette retentit. Henri, qui avait déjà instruit les filles sur le comportement attendu avec la nouvelle gardienne, se dirigea vers la porte. Par l'interphone, la voix du gardien annonça l'arrivée de Denise Perrin. Henri ouvrit la porte et se trouva face à une dame d'environ 65 ans, aux cheveux gris attachés en un chignon simple, vêtue d'une jupe bleu marine sous les genoux et d'un chemisier blanc impeccablement repassé. Elle portait un sac en cuir usé et un parapluie coloré, malgré le ciel clair de ce matin-là. Ce qui attira le plus l'attention d'Henri, cependant, ce furent les yeux. Sombres et profonds, ils transmettaient une sérénité qui semblait décalée dans l'agitation de cette matinée atypique. Son regard l'examina un instant, sans jugement, mais avec une compréhension silencieuse qui le mit inexplicablement mal à l'aise. « Bonjour, monsieur Henri », salua-t-elle avec un sourire contenu. « Je suis Denise Perrin. » Quelque chose dans cette rencontre, peut-être le stress de la situation, peut-être la sensation déconcertante d'être lu par ses yeux, fit qu'Henri recula d'un pas. Tous ses instincts de protection s'activèrent instantanément. La femme devant lui ne correspondait pas au profil qu'il avait mentalement établi pour s'occuper de ses filles. Elle semblait trop simple, trop traditionnelle. Rien en elle n'indiquait l'efficacité clinique qu'Henri valorisait chez ses employés. « Je suis désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici, Madame Perrin, » dit Henri, restant sur le seuil de la porte, bloquant l'entrée. « Mais je viens de recevoir un message de Sophie. Elle va mieux et pourra venir aujourd'hui encore. » C'était un mensonge, bien sûr. Sophie était probablement en train d'être préparée pour la chirurgie à ce moment-là. Mais le malaise d'Henri envers cette étrangère, avec ce regard qui semblait voir au-delà des apparences, était plus fort que son besoin d'aide. Denise ne montra ni surprise ni offense. Elle acquiesça simplement, comme si elle s'attendait déjà à cette réaction. « Je comprends, monsieur Henri, » répondit-elle calmement. « Si vous avez besoin de moi à une autre occasion, vous savez comment me trouver. » Elle se retourna pour partir, mais à ce moment, les jumelles apparurent dans le hall d'entrée, curieuses de connaître la nouvelle gardienne. Lucie, toujours plus expansive, s'approcha de la porte. « Bonjour, je suis Lucie », se présenta-t-elle, ignorant le regard d'avertissement de son père. « Et voici ma sœur Marion. » Denise sourit, un sourire chaleureux qui illumina tout son visage. « Bonjour, Lucie. Bonjour, Marion. Quelle jolie fille vous êtes. » Il y eut quelque chose dans cette brève interaction qui fit que les filles rendirent le sourire, un geste rare ces derniers mois. Henri sentit un nœud dans l'estomac, une sensation de perte de contrôle qui le terrifiait. « Les filles, rentrez !»
ordonna-t-il avec plus d'âpreté qu'il ne l'aurait voulu. Nous devons nous dépêcher, ou le bus scolaire partira sans vous. Les jumelles obéirent à contre-cœur, jetant des regards en arrière tandis qu'elles s'éloignaient. Henri se tourna vers Denise qui restait impassible. « Comme je l'ai dit, nous n'aurons pas besoin de vos services aujourd'hui, » répéta-t-il, le ton plus froid. « Je vous remercie pour votre disponibilité. »« Bien sûr, » répondit Denise. Puis avant de se retourner, elle ajouta « Vous savez, monsieur Henri, parfois la peur nous fait construire des murs si hauts que nous finissons par en être prisonniers. Vos filles sont précieuses. Elles ont des yeux qui parlent. » Sans attendre de réponse, Denise s'éloigna vers le portail de la résidence, le parapluie coloré se balançant doucement dans sa main. Henri ferma la porte, ressentant une irritation qu'il ne parvenait pas à nommer. Qui était cette femme pour faire des observations sur ses filles, pour insinuer qu'il y avait quelque chose de mal dans la façon dont il les élevait? Il retourna à la cuisine, où les filles finissaient leur petit déjeuner en silence. Il devait trouver une solution rapidement. L'audience commencerait dans moins de 2 heures, et il n'avait toujours personne pour garder les jumelles. « Les filles, dit-il, essayant de garder une voix calme, « il y a eu un changement de plan. Vous viendrez avec moi au bureau aujourd'hui. Vous pourrez rester dans la petite salle de réunion avec les tablettes. J'ai une audience importante, mais je demanderai à Lucille, ma secrétaire, de garder un œil sur vous. » Lucie et Marion échangèrent des regards. C'était la première fois qu'elles iraient au bureau de leur père un jour de semaine normal. La nouveauté, malgré le contexte, apportait une petite excitation. « Pouvons-nous apporter nos livres ?»« Aussi, » demanda Marion timidement, « je suis en train de lire Le Petit Prince. Oui, vous pouvez apporter ce dont vous avez besoin pour vous distraire, tant que vous restez calme, » répondit Henri, consultant déjà sa montre. « Nous avons 21 minutes pour partir. » Tandis que les filles montaient prendre leurs affaires, Henri appela le bureau, expliquant la situation et demandant à Lucille de préparer la salle pour ses filles. La secrétaire, efficace comme toujours, assura que tout serait prêt à leur arrivée. À l'étage, Lucie et Marion préparaient leurs sacs, commentant à voix basse la dame aux cheveux blancs qui était venue à la porte. Elle avait l'air gentille, murmura Lucie mettant sa trousse dans son sac. J'ai vu quand elle nous a souri, c'était un vrai sourire. Marion acquiesça, pensive. Son parapluie était si joli, plein de couleurs même s'il ne pleuvait pas. Pourquoi papa ne l'a-t-il pas laissé entrer? Questionna Lucie, baissant encore plus la voix. Marion haussa les épaules, mais ses yeux reflétaient une compréhension au-delà de son âge. Il a peur. Peur de quoi? De tout, répondit Marion simplement. À la fenêtre de la chambre, qui donnait sur l'entrée de la résidence, Marion vit la silhouette distante de Denise, attendant à la station de taxi. Il y avait quelque chose dans cette figure, peut-être la posture droite, peut-être le parapluie coloré contrastant avec le paysage, qui lui transmettait une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ce même soir, tandis qu'Henri travaillait dans son bureau à domicile, après avoir couché les filles, Lucie s'assit silencieusement sur son lit avec un bloc à dessin et des crayons de couleur. Avec soin, elle commença à dessiner une dame aux cheveux blancs tenant un parapluie multicolore. Dans le coin de la feuille, elle écrivit de son écriture enfantine « Elle comprend ». Elle rangea le dessin sous son oreiller quand elle entendit les pas de son père dans le couloir, faisant sa ronde nocturne habituelle. Quelque chose dans cette brève rencontre du matin avait planté une graine dans son cœur. Un pressentiment que cette dame aux yeux sereins et au parapluie coloré recroiserait son chemin. Les 3 semaines qui suivirent le refus de Denise furent particulièrement difficiles pour la famille Dubois. Sophie, la gardienne, eut besoin d'une période de récupération plus longue que prévu après la chirurgie d'appendicite, et Henri se retrouva partagé entre le cabinet d'avocat et les responsabilités domestiques. Ce samedi matin-là, tandis que les jumelles dormaient encore, Henri profita du silence pour organiser la chambre de ses filles. C'était une tâche qu'il déléguait généralement à la femme de ménage, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans l'organisation, méthodique des jouets et des livres. C'était l'une des rares activités qui lui donnait l'illusion de contrôle au milieu du chaos que sa vie était devenue ces dernières semaines. En rangeant l'étagère de livres de Marion, il remarqua un cahier scolaire partiellement caché derrière une rangée de livres pour enfants.
La couverture était décorée d'autocollants d'étoiles et de licornes, typiques d'une fille de 9 ans. Quelque chose dans ce cahier éveilla sa curiosité, peut-être le fait qu'il soit caché, peut-être l'intuition qu'il contenait quelque chose d'important. Henri hésita. Il respectait la vie privée de ses filles, dans certaines limites, mais son instinct protecteur parlait toujours plus fort. Il ouvrit le cahier, se justifiant à lui-même qu'il devait vérifier s'il y avait quelque chose de scolaire qui nécessitait son attention. Les premières pages contenaient des exercices de mathématiques et de petites rédactions de classe. Rien d'inhabituel. C'est en arrivant presque à la fin du cahier qu'il trouva quelque chose de différent. Une feuille volante, pliée plusieurs fois, comme si elle avait été cachée avec un soin particulier. Avec des doigts hésitants, il y déplia le papier et reconnut immédiatement la calligraphie soignée de Marion. En haut de la page, un dessin simple d'une femme aux cheveux longs et ondulés, portant une robe bleue, claire sans aucun doute. Sous le dessin, des mots qui firent son cœur se serrer. « Chère maman au ciel, aujourd'hui, la maîtresse nous a demandé d'écrire une lettre à quelqu'un de spécial. Tout le monde écrit à des personnes qui peuvent répondre, mais j'ai voulu t'écrire à toi. Papa dit que tu nous regardes toujours, alors peut-être que tu peux lire cette lettre d'une certaine façon. Tu me manques beaucoup. Parfois, je me réveille la nuit. Et pendant une seconde, je pense que tu seras là, assise au bord de mon lit comme avant. Je me souviens quand tu chantais cette chanson du petit bateau jusqu'à ce que je m'endorme. J'aimerais tant avoir quelqu'un à qui parler. Des choses que je ressens. Papa est bon et prend soin de nous, mais il devient triste quand nous parlons de toi. Lucie est ma meilleure amie, mais elle devient triste aussi, et je ne veux pas la rendre plus triste. C'est difficile quand on ressent un manque et que personne ne nous laisse en parler. La maîtresse d'arts a dit que dessiner aide, alors je te dessine tous les jours dans mon cahier secret. J'ai rencontré une dame l'autre jour qui avait des yeux gentils, comme les tiens. Elle avait un parapluie coloré, même s'il ne pleuvait pas. Je pense que tu l'aurais aimé, avec amour et nostalgie, ta Marion. Henri s'assit au bord du lit, sentant ses jambes faiblir. La lettre de Marion le frappa comme un coup de poing dans l'estomac, le laissant sans souffle. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de pleurer ouvertement, les larmes tachant le papier dans ses mains tremblantes. Comment n'avait-il pas remarqué? Comment n'avait-il pas vu que, dans sa tentative désespérée de protéger ses filles de la douleur, il les empêchait de traiter leur deuil de manière saine? La lettre révélait une maturité émotionnelle et une douleur que Marion, sa fille, calme et observatrice, avait gardée cachée derrière un silence obéissant. « Papa ?» La voix de Lucie le surprit. Elle était debout à la porte de la chambre, les cheveux ébouriffés par le sommeil, l'observant avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Tu pleures, Tepoaschi ?» demanda-t-elle, s'approchant prudemment. Henri tenta de dissimuler, essuyant les larmes du dos de la main, mais il était trop tard. Lucie avait déjà vu sa vulnérabilité exposée, quelque chose qu'il avait soigneusement caché à ses filles, depuis l'accident. « Je vais bien, ma fille », répondit-il automatiquement, essayant de se recomposer. Lucie regarda le papier dans ses mains et reconnut le dessin de sa sœur. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu as trouvé la lettre de Marion pour maman », dit-elle, non comme une accusation, mais comme une constatation. Henri acquiesça, incapable de nier l'évidence. « Tu étais au courant de cette lettre ?»« Je l'ai aidé à choisir les couleurs pour le dessin », admit Lucie, s'asseyant à côté de son père. « Marion écrit à maman quand elle est très triste. » La simplicité avec laquelle Lucie parlait, le naturel avec lequel elle mentionnait ce rituel secret de consolation que les deux avaient développé, toucha Henri profondément. Ses filles avaient créé des mécanismes pour faire face à la perte, des mécanismes que lui, dans sa rigidité, n'avait jamais perçus ni encouragés. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Lucie haussa les épaules, un geste qui portait plus de sagesse que n'importe quel enfant de 9 ans ne devrait avoir. « Tu deviens triste quand nous parlons de maman. Et puis tu te fâches, mais ce n'est pas une colère normale. C'est une colère effrayée. » Les mots de Lucie résonnèrent dans l'esprit d'Henri, révélant une vérité qu'il s'était refusé à voir. Son deuil mal résolu façonnait la manière dont ses filles exprimaient, ou plus précisément, réprimaient leurs propres émotions.
À ce moment, avec la lettre de Marion dans une main et la présence silencieuse de Lucie à ses côtés, Henri prit une décision qui changerait le cours de la vie de la famille Dubois. Il était temps de chercher de l'aide. Après le petit déjeuner, quand Marion dormait encore, Henri demanda à Lucie de jouer dans sa chambre pendant qu'il passait un appel important. Enfermé dans son bureau, il respira profondément plusieurs fois avant de composer le numéro que Paul lui avait envoyé des semaines auparavant. Après 3 sonneries, la voix sereine qu'il se rappelait répondit « Allô ? Madame Denise ? C'est Henri Dubois. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines. » « Je me souviens parfaitement, monsieur Henri, » répondit Denise sans trace de ressentiment dans sa voix. « Comment vont les filles ?» La question, si simple et directe, prit Henri au dépourvu. Ce n'était pas à propos des termes du possible. Emploi, ce n'était pas à propos de la disponibilité ou du paiement, c'était sincèrement à propos du bien-être de ses filles. « En fait, c'est la raison de mon appel, » admit Henri, sentant un nœud dans la gorge. « Elles ne vont pas bien. Et je pense que j'ai besoin d'aide. » Il y eut un bref silence de l'autre côté de la ligne, non pas d'hésitation, mais de compréhension. « Je comprends, » dit finalement Denise. « Quand souhaiteriez-vous que je commence ?»« Le plus tôt possible, lundi ?» suggéra Henri, surpris, par la facilité avec laquelle Denise avait accepté, sans question ni récrimination sur la rencontre précédente. « Je serai là à 7 heures du matin, » confirma Denise. « Et monsieur Henri, merci d'avoir appelé. » Quand il raccrocha le téléphone, Henri sentit un poids être soulevé de ses épaules. La décision de permettre à Denise d'entrer dans leur vie fut la première depuis longtemps qui n'était pas motivée uniquement par le sens pratique, mais par une préoccupation sincère pour le bien-être émotionnel de la famille. Le lundi, ponctuellement à 7 heures, la sonnette retentit. Henri, déjà habillé pour le travail, répondit à la porte. Denise était là, exactement comme la première fois. Cheveux gris en chignon simple, tenue discrète, le même parapluie coloré, malgré le ciel dégagé de ce matin-là. « Bonjour. »« Monsieur Henri, » salua-t-elle avec un sourire doux. Cette fois, Henri ouvrit complètement la porte, l'invitant à entrer. « Bonjour, Madame Denise. Je vous en prie, entrez. » Les jumelles, qui prenaient leur petit déjeuner dans la cuisine, levèrent des yeux curieux quand Denise entra accompagnée de leur père. Il y eut un moment de reconnaissance, puis, étonnamment, un sourire spontané apparut sur le visage des deux. « Vous vous souvenez de Madame Denise ?» dit Henri plus comme une affirmation que comme une question. « Elle va s'occuper de vous à partir d'aujourd'hui. »« Bonjour les filles, » dit Denise, s'approchant de la table. « Quel plaisir de vous revoir. »« Votre parapluie est toujours coloré, » observa Marion, pointant l'objet que Denise avait laissé sur le buffet de l'entrée. Denise sourit, un sourire qui illumina son visage ridé. « Oui, c'est le même. Je l'emporte toujours avec moi, même quand le ciel est bleu. »« Pourquoi ?» demanda Lucie, sincèrement curieuse. « Parce qu'on ne sait jamais quand il va pleuvoir dans la vie, » répondit Denise simplement. « Et un peu de couleur aide toujours durant les jours gris. » Henri observa l'interaction avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Il y avait quelque chose dans la façon dont Denise parlait aux filles, directe, honnête, sans le ton condescendant que beaucoup d'adultes utilisaient, qui semblait profondément résonner avec elle. « Je dois aller au bureau, » annonça. Henri consultant sa montre. « L'agenda des filles est sur le réfrigérateur comme toujours. Pour quoi que ce soit, mon numéro est noté en première page de l'agenda, avec les numéros d'urgence et l'adresse de l'école, » compléta Denise. Avec un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Henri, tout ira bien. » Il y avait une confiance sereine dans cette affirmation qui étrangement calma Henri. Il dit au revoir à ses filles, avec des baisers rapides, et se dirigea vers la porte. « Monsieur Henri, » appela Denise avant qu'il ne sorte, « puis-je poser une question ?»« Bien sûr, » répondit-il intrigué. « Les filles peuvent-elles jouer dans le jardin aujourd'hui ? J'ai remarqué que la journée est particulièrement belle. » La question, si simple, fit hésiter Henri. Le jardin, bien que clôturé et sécurisé, à l'intérieur de la résidence, était un espace qu'il permettait rarement aux filles d'utiliser sans supervision directe. C'était une des nombreuses limites qu'il avait établies au nom de la sécurité. « Oui, » répondit-il finalement, se surprenant lui-même, « elles peuvent jouer dans le jardin, mais seulement dans le périmètre de la clôture, et pas trop près. De la piscine. » « Compris, » acquiesça Denise. Quand Henri sortit, il regarda par le rétroviseur de la voiture et vit Denise debout à la porte,
l'observant partir. Il n'y avait pas d'accusation dans son regard, seulement une patience infinie, comme quelqu'un qui sait que certaines transformations prennent du temps. Au bureau, tout au long de la journée, Henri se surprit à vérifier fréquemment son téléphone, attendant des appels ou des messages concernant des problèmes à la maison. Mais le téléphone resta silencieux. Seulement au milieu de l'après-midi, il reçut un message. Une photo envoyée par Denise montrant les jumelles dans le jardin, construisant ce qui semblait être une cabane avec des draps étendus entre des chaises. Toutes deux souriaient, les visages illuminés par une joie qu'Henri n'avait pas vue depuis longtemps. Sous la photo, un message simple: « Elles sont en sécurité et heureuses. Passez une bonne journée. » Henri resta à regarder la photo pendant longtemps, ressentant une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans la scène. Pas seulement le sourire de ses filles, mais la simplicité du jeu. Quelque chose qu'il avait oublié que les enfants avaient besoin. La liberté de créer, de se salir, de transformer des draps en châteaux et des chaises en forteresses. Quand il rentra à la maison ce soir-là, il fut accueilli par un arôme délicieux venant de la cuisine. Il trouva Denise et les jumelles préparant le dîner ensemble, quelque chose qu'il n'avait jamais permis auparavant, craignant des accidents avec des couteaux ou le feu. « Papa !» s'exclama Lucie en le voyant. « Nous faisons des gnocchis, madame. » Denise nous apprend la recette de sa grand-mère. Henri observa la scène. De la farine éparpillée sur le comptoir, les petites mains de ses filles façonnant la pâte sous la supervision attentive de Denise. C'était une scène de normalité domestique qui contrastait fortement avec les repas silencieux et organisés qu'ils avaient l'habitude d'avoir. « Ça a l'air délicieux », commenta-t-il, posant sa serviette sur le buffet. « Puis-je aider ?» Le regard de surprise de ses filles faillit le faire reculer, mais le sourire encourageant de Denise le maintint ferme. « Bien sûr », répondit Denise, indiquant un espace sur le comptoir. « Nous avons besoin de quelqu'un avec des mains fortes pour pétrir cette partie. » Cette nuit-là, pour la première fois en année, la famille Dubois dîna au milieu de rires et de conversations. Les jumelles racontèrent à propos de la cabane dans le jardin, comment elles y avaient lu des histoires, comment Denise leur avait appris à identifier les oiseaux par leur chant. Plus tard, après avoir mis les filles au lit, qui, étonnamment, ne résistèrent pas au sommeil comme c'était habituel, Henri trouva Denise dans le salon, organisant silencieusement les jouets éparpillés. « Merci », dit-il simplement, les mots chargés d'une signification qui allait au-delà de la gratitude. Pour une journée de travail. Denise sourit, ce sourire serein qui semblait comprendre beaucoup plus que ce qui était dit. « Ce sont des filles merveilleuses, monsieur Henri, pleines de lumière et de vie. Elles ont juste besoin d'espace pour briller. » Henri acquiesça, sentant le poids de ces mots. « Je crois que j'ai maintenu cet espace très limité. »« La peur fait ça à chacun de nous, » répondit Denise sans jugement. « Mais l'amour est plus grand que la peur. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. » Tandis que Denise disait au revoir et marchait jusqu'à la station de taxi, Henri resta à la porte l'observant partir. Le parapluie coloré se balançait doucement dans sa main, comme un rappel que, même sous le ciel le plus clair, il est bon d'être préparé pour la pluie, non pas avec peur, mais avec la certitude colorée que toute tempête passe. Les jours se transformèrent en semaines, et avec chaque aube, des changements subtils se produisaient dans la maison des Dubois. Ce n'étaient pas des transformations drastiques ou facilement identifiables, mais de petits détails qui, additionnés, commençaient à altérer l'atmosphère de ce foyer. Un mois après l'arrivée de Denise, une nouvelle routine s'était établie. Les règles rigides d'Henri n'avaient pas complètement disparu, mais coexistaient maintenant avec de petits rituels introduits par la gardienne, des rituels qui apportaient un souffle de légèreté et de spontanéité dans la vie des jumelles. Tous. Les soirs, après le dîner, la famille s'asseyait désormais à la table de la cuisine pour ce que Denise appelait le moment du jour. C'était un rituel simple. Chacun partageait quelque chose de bon qui s'était produit ce jour-là et quelque chose qui avait été difficile. Au début, Henri y participait à contre-cœur, ses réponses toujours professionnelles et contenues, une affaire réussie au tribunal, un contrat signé, une réunion productive. Mais les filles, encouragées par la présence de Denise, commencèrent à partager des pensées de plus en plus authentiques. Aujourd'hui, Madame Cécile a complimenté
mon dessin devant toute la classe, raconta Lucie lors d'une de ses soirées, les yeux brillants de fierté. Elle a dit que j'ai un talent pour les couleurs. J'étais nerveuse pour la présentation de sciences, admit Marion à une autre occasion, regardant son assiette. Mais je me suis souvenu de ce que Madame Denise a dit sur le fait de respirer profondément 3 fois, et j'ai réussi à parler sans bégayer. Denise écoutait toujours avec une attention authentique, posant des questions qui démontraient un intérêt réel pour l'expérience des filles. Et Henri, presque sans s'en apercevoir, commença à observer plus attentivement ses filles pendant ces moments, notant des expressions, des gestes et des émotions qui passaient auparavant inaperçues dans la précipitation du quotidien. Un autre rituel qui devint partie de la routine fut le thé de 5 heures les dimanches. Denise, qui normalement ne travaillait pas les week-ends, commença à apparaître spontanément les dimanches après-midi, apportant toujours quelque herbe différente pour préparer du thé et des biscuits faits maison qu'elle cuisinait avec. « Ça les filles, c'est une tradition de ma famille », expliqua-t-elle une fois en arrangeant la table de la véranda avec une nappe en crochet. Ma grand-mère disait qu'une bonne conversation autour d'une table avec du thé chaud guérit presque n'importe quelle tristesse. Initialement, Henri restait à l'écart de ces réunions, se réfugiant dans son bureau avec l'excuse de travail. En attente. Mais le son des rires de ses filles, de plus en plus fréquents, commença à l'attirer comme un aimant invisible. Un dimanche particulièrement ensoleillé de juin, alors qu'il organisait des documents, Henri entendit un rire qui le fit s'arrêter au milieu de son mouvement. C'était Marion, sa Marion toujours si contenue et sérieuse, riant aux éclats d'une façon qu'il n'avait pas entendue depuis avant l'accident. Sans s'en rendre compte, il se retrouva à marcher vers la véranda, attiré par « ce son qui, réalisa-t-il avec un pincement au cœur, était devenu trop rare dans sa maison. » Sur la véranda, il trouva une scène qui semblait sortie d'une autre réalité. Denise, portant un chapeau extravagant fait de journal, racontait une histoire apparemment hilarante sur sa jeunesse, gesticulant dramatiquement. Les jumelles, portant également des chapeaux improvisés, riaient jusqu'à en devenir rouges. « Papa », s'exclama Lucie en le remarquant debout à la porte, « viens participer à notre thé fou. Madame Denise nous raconte quand elle a travaillé dans un cirque. » Henri hésita, se sentant déplacé face à cette joie spontanée. Une partie de lui, cette partie contrôlante et craintive, voulait reculer vers la sécurité de son bureau, vers le monde organisé des procès et des argumentations. Mais une autre partie, une qui gagnait lentement en force, aspirait à se connecter à ce moment. « Venez, monsieur Henri », invita Denise avec naturel, comme si sa présence était attendue. « Nous avons un chapeau réservé pour vous. » À sa propre surprise, Henri s'approcha et permit à Marion de poser sur sa tête un chapeau conique, fait de feuilles de magazine colorées. Les filles rirent, non pas avec moquerie, mais avec une joie authentique en le voyant participer au jeu. « Nous parlions justement d'aventure », expliqua Denise, lui servant une tasse de thé, « de comment les meilleures histoires de la vie sont. Celles que nous ne planifions pas. Papa n'aime pas trop les choses non planifiées, » commenta Lucie avec la sincérité directe des enfants. Henri sentit son visage chauffer, embarrassé par l'observation précise de sa fille. Il était sur le point de se défendre quand Denise intervint doucement. « Nous avons tous nos façons de naviguer dans le monde, » dit-elle, passant une petite corbeille de biscuits à Henri. Certains aiment les cartes détaillées, d'autres préfèrent découvrir le chemin en marchant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, juste différents voyages. L'absence de jugement dans les paroles de Denise désarma Henri. Pour la première fois depuis longtemps, il ne sentit pas le besoin de justifier sa manière d'être, de défendre ses choix. « Je crois que j'ai toujours été du genre à aimer. »« À les cartes », admit-il avec un demi-sourire, goûtant un des biscuits. « Et j'ai toujours été du genre à me perdre même avec un GPS, » rit Denise. « Demandez aux filles à notre aventure en essayant d'arriver au parc municipal la semaine dernière. » Les jumelles éclatèrent de rire à nouveau, et Marion commença à raconter avec enthousiasme comment Denise avait transformé une erreur de parcours en une expédition urbaine qui s'était terminée par la découverte d'une petite librairie cachée où elles avaient acheté des livres d'occasion. En écoutant l'histoire, Henri éprouva une réalisation inconfortable. Quand était la dernière fois qu'il avait procuré à ses filles ce type de joie spontanée? Quand avait-il permis qu'un plan se déroule mal et au lieu de la frustration, qu'elle trouve du plaisir?
Dans l'imprévu, le thé de 5 heures s'étendit jusqu'au début de la soirée ce dimanche-là, avec Henri participant de plus en plus activement aux conversations. Quand les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel de Montmorency, il se retrouva à raconter à ses filles des histoires de sa propre enfance. Des espiègleries avec son frère aîné, des campings désastreux, le chien qu'il avait quand il était enfant, des histoires qu'il n'avait jamais partagées auparavant. « Papa sourit différemment quand il parle de l'oncle Jean », observa Marion plus tard, tandis qu'Henri l'abordait dans son lit. « Il semble plus jeune. » L'observation si simple et directe toucha Henri profondément. « Vraiment ?» demanda-t-il, s'asseyant au bord du lit. Marion acquiesça solennellement. Maman souriait aussi comme ça quand elle parlait de son frère. La mention de Claire ne causa pas la habituelle pointe de douleur. Au lieu de cela, Henri ressentit une étrange paix en réalisant que Marion pouvait parler de sa mère naturellement, comme partie d'une conversation normale, sans le poids du tabou qu'il avait lui-même, inconsciemment, créé autour du sujet. « Ta mère et l'oncle Romain étaient très unis », confirma-t-il, surpris par la facilité avec laquelle les mots sortirent. Il l'appelait Clairette juste pour la taquiner, parce qu'elle détestait les diminutifs. Marion sourit, se blottissant davantage dans les couvertures. « Raconte-moi plus sur maman. » En d'autres temps, Henri aurait dévié le sujet, craignant que parler de Claire réouvrirait des blessures ou perturberait le sommeil des filles. Mais ce soir-là, assis dans la chambre éclairée uniquement par la veilleuse en forme de lune, il se sentit capable, et plus que cela, il sentit que c'était son devoir, de maintenir vivante la mémoire de Claire pour ses filles. « Ta mère avait un rire que tu pouvais entendre de l'autre côté de la maison, » commença-t-il, la voix douce. « Et elle chantait sous la douche tous les matins, toujours les mêmes 3 chansons dans le même ordre. » Marion écouta attentivement, les yeux brillants, absorbant chaque détail comme un trésor précieux. Quand elle s'endormit finalement, il y avait un sourire sur ses lèvres qui accompagna Henri le reste de la nuit. Les rituels continuèrent à s'accumuler dans les semaines suivantes. Le mardi, Denise emmenait les filles pour une leçon de jardinage dans le petit potager qu'elle avait créé au fond du jardin. Le jeudi, c'était le jour du dîner à l'envers. Elle commençait par le dessert et terminait par l'entrée, une subversion amusante de l'ordre normal que les jumelles adoraient. Le samedi matin, elles faisèrent des pique-niques dans le jardin, peu importe le temps. Les jours de pluie, le pique-nique avait lieu sur la véranda, au son de l'eau qui tombait. Et à chacun de ces moments, Henri se retrouvait de plus en plus présent, de plus en plus participatif. Non pas parce qu'il se sentait obligé, mais parce qu'il voulait sincèrement être là. La plus grande preuve de la transformation qui se produisait vint un mardi ordinaire, quand Henri rentra plus tôt du travail, sans prévenir. En entrant, silencieusement dans la maison, il entendit de la musique venant du salon, une chanson ancienne qu'il reconnut immédiatement. C'était « La Javanaise » de Serge Gainsbourg, la chanson préférée de Claire, qu'ils avaient l'habitude de danser ensemble les vendredis soirs. Suivant le son, il trouva Denise et les filles dansant librement dans le salon, les meubles écartés pour créer de l'espace. Denise tournoyait les bras ouverts, tandis que Lucie tentait d'imiter ses mouvements et que Marion dansait les yeux fermés, complètement immergée dans la mélodie. Pendant un moment, Henri ressentit un mélange confus d'émotions. Nostalgie, douleur, jalousie, gratitude. Cette chanson portait tant de souvenirs. Il était sur le point de se faire remarquer quand Lucie ouvrit les yeux et le vit. « Papa, viens danser avec nous !» invita-t-elle, courant vers lui et le tirant par la main. Henri se laissa conduire au centre du salon, conscient des regards surpris de Marion et du sourire tranquille de Denise. La musique, la présence des filles, le souvenir de Claire, tout se mélangea dans sa poitrine, créant une émotion écrasante. « C'était la chanson préférée de maman », dit Marion, l'observant attentivement. « Oui », confirma Henri, la voix émue. « Nous dansions ensemble. »« Alors dansez avec nous maintenant », suggéra Denise gentiment. « Claire serait heureuse de vous voir tous les 3 danser. » Et Henri dansa, maladroitement au début, puis avec un abandon croissant, tournoyant avec ses filles dans le salon, tandis que la voix de Gainsbourg chantait sur l'amour, le temps et le destin. Quand la musique se termina, tous les 3 étaient essoufflés et souriants, unis dans un moment qui semblait magique. « Encore, papa ?» demanda Lucie avec enthousiasme. Henri regarda Denise,
qui observait la scène avec des yeux humides, une main appuyée sur le dossier du canapé. « Merci », articula-t-il silencieusement pour elle. Denise acquiesça simplement, un geste qui disait « Ce n'était pas moi, c'était vous. Ça a toujours été vous. » Ce soir-là, après que les filles se soient endormies, Henri invita Denise à prendre un café avant qu'elle ne parte. Assis sur la véranda, avec la vue nocturne de Montmorency s'étendant devant eux, ils partagèrent un silence confortable avant qu'Henri ne parle finalement. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour les filles, » commença-t-il, tenant la tasse de café avec les deux mains. « Elles sont différentes, plus vivantes. » « Les enfants sont comme des plantes, monsieur Henri, » répondit Denise, regardant l'horizon. « Ils ont besoin d'espace pour grandir, de lumière pour s'épanouir, et aussi de limites, bien sûr, mais des limites qui protègent sans étouffer. Je pense que j'ai été plus clôture électrique que haie vivante, » admit Henri avec un soupir. Denise rit doucement. « Vous avez été un père qui aime profondément, qui a fait de son mieux avec les outils émotionnels dont il disposait. » À ce moment-là, Henri sentit un nœud dans la gorge. La gentillesse avec laquelle Denise parlait de ses erreurs, sans les minimiser mais aussi sans le juger, était déconcertante. « Vous savez, » continua-t-elle, « j'ai perdu mon mari il y a 20 ans. Nous avons élevé ensemble nos 3 enfants, et quand il est parti, le cadet avait seulement 12 ans. J'ai eu peur aussi. J'ai aussi construit des murs. » Henri la regarda avec surprise. À aucun moment Denise n'avait mentionné sa propre expérience avec le deuil ou l'éducation d'enfants seuls. « Comment avez-vous fait » demanda-t-il, la question sortant presque comme un murmure. « Un jour à la fois » répondit Denise simplement, en apprenant à distinguer entre ce qui était une peur réelle et ce qui était simplement l'écho de ma souffrance. En me permettant d'échouer, en me permettant de rire même quand la culpabilité me disait que je n'en avais pas le droit. Ces mots résonnèrent profondément en Henri, illuminant des coins de son expérience qu'il n'avait jamais réussi à articuler. « Et vos enfants, comment vont-ils maintenant » demanda-t-il sincèrement intéressé. Le visage de Denise s'illumina de fierté maternelle. « Ils ont grandi, ils sont heureux, chacun à sa manière. L'un est professeur d'université à Lyon, l'autre est chef, cuisinier à Nice, et ma cadette est pédiatre ici même à Paris. Tous portent leur père dans leur cœur, mais aucun n'est resté prisonnier de la douleur de la perte. La vie a continué, comme il se doit. » Henri acquiesça, absorbant ses paroles comme un baume. L'idée que ses filles pourraient grandir émotionnellement saines, portant la mémoire de leur mère sans être définies par son absence, était profondément réconfortante. « Je crois que j'avais besoin d'entendre cela, » admit-il, ressentant une légèreté inhabituelle. « La vie a une façon curieuse de nous envoyer les bonnes personnes au bon moment, » répondit Denise, terminant son café, « même si parfois nous essayons de les empêcher d'entrer par la porte d'entrée. » Tous deux rirent, se souvenant de leur première rencontre désastreuse. Quand Denise se leva pour partir, Henri l'accompagna jusqu'à la porte avec une étrange sensation que quelque chose d'important avait été déclenché ce soir-là. Quelque chose qui avait commencé avec une danse improvisée et se terminait maintenant avec la promesse silencieuse de nouveaux commencements. « À demain. »« Monsieur Henri, » dit au revoir Denise, ouvrant son éternel parapluie coloré malgré la nuit étoilée. « À demain, Denise, » répondit Henri. Et pour la première fois, il sentit qu'il y avait vraiment un lendemain à attendre, pas seulement un jour de plus à survivre. Dans la chambre des filles, les cahiers bleus reposaient sur les commodes, prêts à être placés dans les sacs à dos le lendemain matin. Sur la dernière page de chacun, Denise avait écrit le même message de son écriture élégante et ferme. « La famille est celle qui nous aide à grandir, et l'amour véritable apprend à voler, pas à retenir. » Le samedi se leva avec une luminosité différente à Montmorency. C'était une de ces journées parfaites d'hiver francilien. Ciel d'un bleu intense, air sec et une température douce qui invitaient aux activités en plein air. Dans la maison des Dubois, le petit déjeuner se déroulait sur la véranda pour, la première fois, une suggestion de Denise que, à la surprise de tous, Henri avait acceptée sans hésitation. « Pouvons-nous faire du vélo aujourd'hui » demanda Lucie, tout en étalant de la confiture de fraises sur son pain. « Ça fait si longtemps que nous n'avons pas utilisé nos vélos. » Henri déglutit. Les vélos des filles, cadeau d'anniversaire de leurs 7 ans, avaient été utilisés peu de fois.
Après une légère chute de Marion qui avait résulté en une petite égratignure au coude, Henri les avait rangés dans le garage, considérant l'activité trop dangereuse pour les filles sans supervision adéquate. Et supervision adéquate, selon ses standards, signifiait casque, genouillère, coudière, gants et sa présence constante, conditions rarement réunies au milieu de la routine chargée. « Je ne sais pas, Lucie, vous ne pratiquez pas depuis longtemps. Vous pourriez avoir perdu l'habitude, argumenta-t-il, cherchant une excuse raisonnable. Faire du vélo, c'est comme nager, monsieur Henri, intervint Denise doucement, servant plus de café. On n'oublie jamais vraiment. De plus, la résidence est sécurisée et la rue ici devant a peu de circulation. Henri hésita. Une partie de lui, cette partie qui cataloguait encore mentalement tous les risques possibles avant toute décision, voulait refuser. Mais une autre partie, renforcée par les expériences des derniers mois, reconnaissait qu'il devait lâcher les rênes, au moins un peu. « D'accord », concéda-t-il finalement, pour la joie évidente des jumelles, mais avec casque et genouillère, et vous restez seulement dans la rue devant la maison, où je peux vous voir depuis la véranda. Les filles acquiescèrent avec enthousiasme, contenant à peine leur excitation. Après le petit déjeuner, elles coururent au garage avec Denise pour récupérer les vélos oubliés. Henri les suivit plus lentement, sentant une appréhension familière grandir dans sa poitrine. Dans le garage, les vélos étaient couverts d'une fine couche de poussière. Un rose avec un petit panier à l'avant pour Lucie, un bleu avec des autocollants d'étoiles pour Marion. Henri se souvint du jour où il les avait achetés. Claire était encore vivante, et la famille entière était sortie pour choisir les cadeaux d'anniversaire. Claire défendait que les filles devaient avoir des vélos de vrais, pas ceux avec des petites roues latérales, argumentant qu'on apprend à s'équilibrer seulement en essayant l'équilibre. Henri voulait les plus sûrs possibles. À la fin, comme toujours, l'enthousiasme de Claire avait prévalu. « Nous devons gonfler les pneus, dit Denise, ramenant Henri au présent, et ajuster les selles, elles ont grandi depuis la dernière fois. » Dans les minutes qui suivirent, Henri s'occupa des ajustements mécaniques, vérifiant les freins, la hauteur du guidon, le gonflage, tandis que Denise aidait les filles avec les équipements de sécurité. Il y avait quelque chose de thérapeutique dans ce travail manuel, dans la concentration nécessaire pour garantir que tout fonctionnait parfaitement. « Je me souviens quand mon père m'a appris à faire du vélo », commenta Denise, observant Henri travailler. « Il avait une méthode particulière. Il disait qu'on apprend seulement à s'équilibrer quand on sent qu'on peut tomber, mais qu'on a confiance qu'on ne tombera pas. » Henri leva les yeux de la chaîne qu'il ajustait. Ça semble être une méthode risquée. « La vie est une méthode. C'est risqué, monsieur Henri, » répondit Denise avec un sourire serein. « La question n'est pas d'éviter tous les risques, mais de savoir lesquels valent la joie qu'ils procurent. » Les paroles de Denise résonnèrent dans l'esprit d'Henri tandis qu'il terminait les ajustements. Il y avait une sagesse simple en elle qui résonnait avec les changements qu'il expérimentait ces derniers mois. La compréhension graduelle que sa tentative de contrôler tous les aspects de la vie de ses filles était en réalité en train de les limiter de manière qu'il commençait seulement à percevoir. Finalement, tout était prêt. Les vélos brillaient sous le soleil du matin, les filles équipées comme de petites astronautes, avec tous les protecteurs possibles. Henri fit une dernière vérification de chaque élément de sécurité avant de leur permettre de sortir dans la rue. Doucement au début, souvenez-vous d'utiliser les freins et ne vous éloignez pas là où je ne peux pas vous voir, instruisit-il, son cœur s'accélérant en les voyant pousser les vélos hors du garage. Lucie, toujours plus audacieuse, fut la première à monter. Après quelques coups de pédale hésitants, elle trouva le rythme et bientôt circulait dans la rue avec une confiance croissante. Marion, plus prudente, prit un peu plus de temps, commençant par de petites impulsions tout en gardant les pieds près du sol. Henri observait tendu depuis le trottoir devant la maison, prêt à courir au moindre signe de déséquilibre. Denise restait à ses côtés, une présence tranquille qui, d'une certaine façon, servait de contrepoids à son anxiété. « Regarde, papa, j'y arrive !» cria Marion, trouvant finalement le courage de pédaler continuellement. « Je vois, ma fille, tu te débrouilles très bien, » répondit Henri, ressentant un mélange de fierté et d'appréhension. Les filles pédalaient en cercle de plus en plus ample, gagnant en confiance à chaque tour. Leur visage affichait une concentration initiale qui laissa
graduellement place à de larges sourires. Le son de leur rire résonnait dans la rue tranquille de la résidence, attirant des regards curieux de quelques voisins. « On fait la course jusqu'à cet arbre », suggéra Lucie, pointant un cerisier quelques mètres plus loin. « Lucie, pas de course », avertit Henri immédiatement. « C'est dangereux. » Mais Lucie, emportée par l'euphorie du moment, avait déjà filé en direction de l'arbre, avec Marion essayant de la suivre juste derrière. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti pour Henri. Marion, dans la tentative de rattraper, sa sœur pédala avec plus de force qu'elle n'en avait l'habitude. Le vélo gagna rapidement de la vitesse, et quand elle essaya de faire le virage autour de l'arbre, la roue avant glissa sur quelques pierres détachées. En un instant, Marion était au sol, le vélo tombé à côté d'elle. « Marion !» cria. Henri, courant dans sa direction avec le cœur dans la gorge. Toutes ses peurs semblaient se matérialiser en ce moment. La chute, la blessure, la preuve que son instinct protecteur avait raison depuis le début. Quand il arriva jusqu'à sa fille, Marion était déjà assise, regardant son genou écorché avec une expression plus de surprise que de douleur. Un filet de sang coulait le long de sa jambe, tachant la chaussette blanche. « Marion, tu vas bien ?» demanda Lucie, laissant son propre vélo et s'agenouillant à côté de sa sœur. Henri s'agenouilla devant sa fille, la panique initiale cédant la place à un instinct d'action. « Où as-tu mal, ma fille? Peux-tu bouger la jambe? Penses-tu avoir blessé autre chose que le genou ?» Marion regarda son père et alors, étonnamment, fit un petit sourire. « Je me suis juste écorché le genou, papa. Ça ne fait pas si mal que ça. » Henri cligna des yeux, abasourdi par le calme de sa fille. Il s'attendait à des larmes, des cris, peut-être même une aversion permanente pour les vélos. Au lieu de cela, Marion semblait presque fière. Denise s'approcha calmement, portant le petit sac qu'elle avait toujours avec elle. « Voyons cette blessure, Marion, » dit-elle, s'agenouillant à côté d'eux. Avec des gestes efficaces mais doux, Denise nettoya la plaie avec des lingettes humidifiées qu'elle sortit de son sac, enlevant la poussière et les petites pierres incrustées. Marion se mordit la lèvre quelquefois, mais ne pleura pas. « Tu sais, quand j'étais petite, ma mère disait que les genoux écorchés sont des médailles de courage, » commenta Denise en appliquant un antiseptique. « Il signifie que tu as essayé quelque chose de nouveau, que tu as été courageuse. »« Comme des cicatrices de guerre ?» demanda Marion, intriguée par l'idée. « Exactement, » confirma Denise avec un sourire. « Chaque égratignure raconte une histoire d'aventure. » Henri observait l'interaction en silence, une révélation lente se formant dans son esprit. Claire aurait dit quelque chose de similaire. Claire, qui encourageait toujours les filles à essayer de nouvelles choses, qui ne craignait pas quelques égratignures et échymoses comme partie naturelle de l'enfance. « Je pense que je vais avoir besoin d'un pansement, » dit Marion, examinant son propre genou avec un intérêt clinique. « J'ai quelque chose de mieux qu'un pansement ordinaire, » répondit Denise, sortant de son sac une petite trousse de premier secours. De l'intérieur, elle retira un pansement coloré avec des motifs d'étoiles. « Pour assortir à ton vélo, » expliqua-t-elle avec un clin d'œil. Marion sourit, enchantée, tandis que Denise appliquait le pansement. Quand elle eut terminé, la fillette regarda son père, comme si elle cherchait sa réaction. Ce fut à ce moment qu'Henri eut un choix à faire. Il pouvait renforcer ses peurs, interdire les vélos, à nouveau, ramener les filles à la sécurité contrôlée de la maison, ou il pouvait faire un pas différent, un qui respecterait la petite aventure de Marion et le courage qu'elle démontrait. Respirant profondément, Henri tendit la main et aida Marion à se lever. Puis, à la surprise de tous, y compris lui-même, il s'agenouilla et donna un doux baiser sur le pansement étoilé. « Ta première médaille de courage, » dit-il d'une voix émue. « Ta mère serait fière. » Les yeux de Marion s'écarquillèrent, brillants d'émotion. « Vraiment ?»« Vraiment, » confirma Henri. « Elle disait toujours que vous deviez collectionner des expériences, pas seulement des jouets. »« Je peux continuer ?»« À faire du vélo ?» demanda Marion hésitante, s'attendant clairement à une réponse négative. Henri hésita seulement une seconde. « Si tu te sens bien pour cela, oui, mais peut-être un peu plus lentement cette fois. » Le sourire qui illumina le visage de Marion à ce moment fut comme un rayon de soleil après une longue tempête, brillant, chaleureux et plein de promesses. Avec un signe de tête enthousiaste, elle se leva,
testa sa jambe pour confirmer qu'elle allait bien et marcha déterminée vers son vélo tombé. Denise toucha légèrement l'épaule d'Henri. « C'était important, » dit-elle à voix basse, « plus que vous ne l'imaginez. » Henri acquiesça, ressentant une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer s'épanouir dans sa poitrine. Il observa Marion remontant sur son vélo, plus prudente maintenant, mais pas vaincue. Lucie pédalait à côté d'elle, offrant des mots d'encouragement qu'il ne pouvait pas entendre de la distance. « Elles sont fortes, » commenta-t-il, plus pour lui-même que pour Denise. « Elles l'ont toujours été, » répondit-elle simplement. Elles attendaient juste la permission de le montrer. Le reste de cette matinée se déroula à un rythme différent. Les filles continuèrent à faire du vélo, maintenant avec plus de précaution, mais pas moins d'enthousiasme. Henri resta sur le trottoir, vigilant mais pas étouffant, leur permettant d'explorer leur propre équilibre, leurs propres limites. Plus tard, tandis qu'ils prenaient des glaces sur la véranda, un autre petit plaisir qui était devenu plus fréquent ces derniers mois, Lucie fit un commentaire qui resterait gravé dans la mémoire d'Henri. « Maman aurait adoré nous voir faire du vélo aujourd'hui, » dit-elle naturellement, léchant une goutte de chocolat qui coulait sur le cornet. Elle disait toujours qu'elle voulait nous voir voler. Henri sentit un nœud dans la gorge. « Elle disait cela ?»« Oui, » confirma Lucie. « Une fois, quand tu travaillais, elle nous a emmenés au parc. Il y avait des garçons qui faisaient du skateboard, des figures. Marion a dit que ça semblait dangereux, et maman a dit que parfois on doit risquer de tomber pour apprendre à voler. » Marion, qui était silencieuse jusque-là, ajouta « Elle a dit que tu voulais toujours nous garder en sécurité dans le nid, mais qu'un jour nous aurions besoin d'apprendre à utiliser nos propres ailes. » Les mots des filles frappèrent Henri comme une révélation. Claire avait toujours été le contrepoids à sa nature prudente, l'équilibre qui permettait aux filles d'explorer le monde en sécurité, mais sans peur. Avec son départ, cet équilibre s'était perdu, et Henri avait compensé en devenant encore plus protecteur, plus contrôlant. Il regarda Denise, qui arrangeait discrètement les tasses utilisées du petit déjeuner. D'une certaine façon, cette dame aux cheveux gris et au parapluie coloré avait assumé le rôle que Claire avait laissé vacant, non pas en la remplaçant, jamais cela, mais en offrant cet autre côté de l'équation parentale dont les filles avaient tant besoin. « À quoi penses-tu, papa ?» demanda Marion, remarquant son silence prolongé. « À combien vous grandissez ?» répondit-il honnêtement. « Et à combien je suis fier des jeunes filles que vous devenez ?» Les jumelles échangèrent des regards surpris, déshabitués à ce type de déclaration émotionnelle de leur père. « Même avec des genoux écorchés ?» taquina Marion avec un sourire espiègle. « Surtout avec des genoux écorchés », confirma Henri, lui rendant son sourire. Le lendemain matin, le téléphone sonna, tandis que la famille terminait le petit déjeuner du dimanche. Henri répondit dans son bureau, et les filles continuèrent leur conversation animée avec Denise, qui était apparue tôt pour le thé de 5 heures anticipé. Quand Henri revint au salon quelques minutes plus tard, il y avait une expression étrange sur son visage, un mélange d'excitation et d'appréhension qui captiva immédiatement l'attention de tous. « Tout va bien, papa ?» demanda Lucie, toujours attentive au changement d'humeur de son père. Henri s'assit lentement comme s'il avait besoin de traiter ce qu'il venait d'entendre. C'était Gordon Mackenzie, un collègue anglais que j'ai rencontré lors d'un congrès international de droit l'année dernière, expliqua-t-il. Il vient de m'offrir un poste dans leur cabinet à Londres. Le silence qui suivit fut dense de signification. Les filles regardèrent leur père avec des yeux écarquillés, essayant de traiter l'information. Denise resta sereine, mais attentive à la réaction de chacun. « Londres ?» répéta finalement Marion. « Genre Londres en Angleterre ?»« Oui, » confirma Henri. « C'est une opportunité incroyable professionnellement. Le cabinet Mackenzie & Associés est l'un des plus prestigieux d'Europe. Ils sont en train d'étendre leur secteur de droit international et veulent quelqu'un avec de l'expérience en négociation avec des entreprises françaises. « Nous devrions aller avec toi ?» demanda Lucie, sa voix petite. La question frappa Henri comme un seau d'eau froide. « Bien sûr que oui, » répondit-il immédiatement. « Je n'irai jamais sans vous. Ce serait nous trois, commençant une nouvelle phase ensemble. » Les jumelles échangèrent des regards chargés d'émotions contradictoires. Excitation pour l'aventure, peur de l'inconnu, tristesse pour la possibilité de laisser derrière elle ce qu'elle connaissait. « Et Madame Denise ?» demanda Marion se tournant vers la
gardienne qui restait silencieuse. Elle viendrait avec nous aussi? La question flotta dans l'air comme une bulle de savon, fragile, iridescente, chargée d'espoir enfantin. Henri réalisa qu'il n'avait pas considéré cet aspect. Denise était devenue si fondamentale pour l'équilibre émotionnel de la famille que l'idée de continuer sans elle semblait incomplète. « Je ne sais pas », admit-il, regardant Denise avec une expression interrogative. Denise sourit sereinement, ce sourire qui semblait contenir des sagesses anciennes. « Les enfants, dit-elle doucement, chaque voyage a ses propres compagnons. Certaines personnes nous accompagnent tout au long du chemin, d'autres seulement pour quelques tronçons. L'important n'est pas combien de temps nous restons ensemble, mais ce que nous apprenons les uns des autres pendant ce temps. » Henri sentit le poids de ses paroles. Il y avait quelque chose entre les lignes, un adieu anticipé, une leçon sur les séparations qui n'ont pas besoin d'être douloureuses. « Mais je n'ai encore rien décidé », s'empressa-t-il d'expliquer. « Je dois bien réfléchir, parler avec vous, comprendre si c'est vraiment le mieux pour notre famille. » Lucie acquiesça, pensive. « Ce serait cool de connaître Big Ben et le palais de la reine, » commenta-t-elle. « Et à l'école, nous apprenons sur les musées là-bas. »« Mais il fait très froid, n'est-ce pas ?» demanda Marion, toujours pratique. « Nous devrions acheter de nouveaux manteaux. » Henri sourit de la simplicité des préoccupations enfantines. « Oui, il fait plus froid qu'ici, mais nous aurions le temps de nous préparer, d'acheter des vêtements appropriés. La proposition est pour commencer en janvier de l'année prochaine. »« Cela signifie que nous avons 6 mois pour décider ?» questionna Lucie. « En fait, ils ont besoin d'une réponse dans les 2 prochaines semaines, » expliqua Henri. « Mais si nous acceptons, oui, nous aurions environ 6 mois pour tout organiser. » Les filles absorbèrent l'information, chacune à sa manière. Lucie, expressive comme toujours, commençait déjà à imaginer comment serait la nouvelle école, les nouveaux amis, la possibilité d'apprendre l'anglais pour de vrai. Marion, plus introspective, regardait par la fenêtre le jardin où elles avaient fait du vélo la veille, comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. Denise observait la scène avec des yeux attentifs et un cœur ouvert. Il y avait une compréhension silencieuse dans son regard, la perception que, indépendamment de la décision qu'il prendrait, un cycle important arrivait à sa fin. Et comme toute fin, elle apportait avec elle la promesse de nouveaux commencements. « Que pensez-vous de tout cela ?» demanda finalement Henri, conscient que, pour la première fois, l'opinion de ses filles serait fondamentale pour sa décision. « Je pense, » répondit Marion lentement, ses yeux rencontrant ceux de son père, « que maman dirait qu'il est temps pour nous d'apprendre à voler plus loin. » Les mots de sa fille, si simples et si profonds, touchèrent Henri au centre de son être. À ce moment, il sentit Claire présente parmi eux, non pas comme un souvenir douloureux, mais comme une lumière guide, une sagesse partagée qui continuait à vivre à travers les filles. « Je pense que tu as raison, Marion, » acquiesça-t-il d'une voix émue. « Je pense qu'elle dirait exactement cela. » Sur la véranda, le parapluie coloré de Denise reposait appuyé contre le mur, fermé, sous le soleil brillant de cette matinée d'hiver francilien. Même sans pluie en vue, sa présence était un rappel constant. Être préparé pour les tempêtes de la vie ne signifie pas vivre en les craignant, mais plutôt les affronter avec des couleurs et du courage, quand et si elles arrivent. 2 semaines qui suivirent la proposition de Londres furent intenses pour la famille Dubois. Henri, méthodique comme toujours, créa un tableau détaillé avec les pour et les contre du déménagement. Il rechercha des écoles internationales, des quartiers sûrs pour les familles, le système de santé britannique et même des statistiques climatiques. Chaque donnée était soigneusement analysée, chaque détail considéré sous toutes les perspectives possibles. Mais contrairement au passé, Henri ne prit pas la décision seul. Tous les soirs après le dîner, la famille se réunissait dans le salon pour ce qu'ils appelaient le Conseil de Londres. Les jumelles avaient une voix active, apportant des questions et préoccupations sincères. Comment serait-ce de se faire des amis dans une autre langue? Pourraient-elles apporter tous leurs livres et jouets? Y aurait-il des cerisiers en Angleterre? Je ne pense pas qu'il y ait des cerisiers là-bas, répondit Henri une de ces nuits, souriant à la question de Marion. Mais il y a d'autres, fruits que nous ne connaissons pas. Ce peut être une aventure de les découvrir. Comme quand nous sommes allés à Versailles et avons goûté de la confiture de figues, pour la première fois.
demanda Lucie, se rappelant d'un voyage fait avant l'accident de Claire. Exactement comme ça, confirma Henri, surpris par le souvenir positif que sa fille avait gardé. À l'époque, il s'était inquiété de l'hygiène, de la boutique de confiserie, des allergies possibles, de l'excès de sucre. Claire, cependant, avait insisté pour que les filles goûtent, argumentant que les souvenirs de saveur sont des trésors que nous portons pour toujours. Claire avait raison comme tant de fois. Les filles ne se souvenaient pas de ses préoccupations, mais gardaient vivement l'expérience partagée, la saveur différente, la texture douce de la confiture. Denise participait discrètement à ces conseils familiaux, offrant des idées quand sollicitées, mais maintenant toujours une posture de non-interférence dans les décisions fondamentales. Il y avait une sagesse dans son silence, une compréhension que son rôle était de faciliter le renforcement des liens entre le père et les filles, non de devenir indispensable. Le jeudi, qui marquait le délai final pour la réponse, Henri réunit ses filles après le dîner pour une conversation décisive. Denise, percevant le moment important, s'offrit pour laver la vaisselle pendant que la famille conversait. « Non, Denise, » demanda Henri, surprenant tout le monde. « S'il vous plaît, restez. Vous êtes une part importante de cette décision aussi. » Assis dans le salon, avec la douce soirée de Montmorency visible à travers les fenêtres ouvertes, Henri regarda chaque visage autour de lui. Lucie, avec son enthousiasme débordant, Marion, avec son observation perspicace, et Denise, avec sa sérénité qui ancrait tout le monde. « Alors, commença-t-il, respirant profondément, « je crois que nous sommes arrivés au moment de décider. J'ai quelques idées, mais je veux vous entendre d'abord. Comment vous sentez-vous concernant le déménagement à Londres après y avoir réfléchi pendant 2 semaines ?» Lucie fut la première à répondre, comme toujours. « Je suis excitée. Papa, j'ai vraiment envie de connaître de nouveaux endroits, d'apprendre l'anglais pour de vrai, de me faire des amis différents. Mais je suis aussi un petit peu effrayé. » « Effrayé de quoi exactement ?» demanda Henri, sincèrement intéressé par les préoccupations de sa fille. « Et s'ils ne m'aiment pas? Et si je n'arrive pas à bien parler avec eux? Et si nous ressentons beaucoup le manque d'ici ?» Henri acquiesça, reconnaissant la légitimité de ses peurs. « Et toi, Marion, qu'en penses-tu » Marion, comme d'habitude, prit quelques moments pour organiser ses pensées avant de répondre. « Je suis aussi excitée mais préoccupée par d'autres choses. Comment allons-nous garder les souvenirs de maman si nous sommes loin de la maison? Où elle a vécu? Et qui prendra soin du carré de tournesol que nous avons planté? Et Madame Denise, elle nous manquera beaucoup. » La mention de Denise amena un silence momentané dans la salle. C'était une question qui planait sur tous, mais que personne n'avait verbalisé si directement jusqu'à ce moment. « À ce sujet, » dit Henri, choisissant ses mots avec soin, « j'ai parlé avec Madame Denise hier. Je lui ai demandé si elle considérerait la possibilité de venir avec nous à Londres, au moins pendant la période d'adaptation. » Les yeux des jumelles s'illuminèrent d'espoir, se tournant instantanément vers Denise, qui sourit avec affection. « Et qu'avez-vous répondu » demanda Lucie anxieusement. Denise regarda Henri, demandant silencieusement la permission de répondre. Avec son acquiescement, elle s'adressa aux filles d'une voix sereine. « J'ai expliqué à votre père que mon voyage avec vous arrive à un point important, pas à la fin, mais à une transformation. J'ai 3 enfants et 2 petits-enfants, ici en France. Ma place est près d'eux, tout comme votre place est aux côtés de votre père, où qu'il soit. » Le visage de Lucie s'affaissa visiblement. « Alors vous ne venez pas avec nous » constata-t-elle, la déception évidente dans sa voix. « Pas physiquement » confirma Denise avec gentillesse, « mais ce que nous avons construit ensemble, l'affection, les souvenirs, les leçons, cela va. Avec vous, parce que maintenant cela fait partie de qui vous êtes. » Marion, toujours plus intuitive, fronça les sourcils. « Mais si vous ne venez pas, comment nous souviendrons-nous de tout ce que vous nous avez enseigné? Comment saurons-nous quoi faire quand nous serons tristes ou confus ?» Denise sourit, ses yeux brillant d'une émotion contenue. « J'ai quelque chose pour vous qui peut aider avec cela, » dit-elle, se penchant pour prendre son sac à côté du canapé. De l'intérieur du sac, elle retira 2 cahiers identiques à couverture bleu marine, attachés avec un ruban coloré. Elle en tendit un à chaque fille avec des gestes solennels. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucie, défaisant le nœud du ruban avec soin. « Ce sont des cahiers de mémoire et de sagesse » expliqua Denise.
Dans les premières pages, j'ai écrit quelques souvenirs de nous ensemble, moments spéciaux, choses drôles qui sont arrivées, petites victoires que nous avons célébrées. Ensuite, il y a quelques pages avec ce que j'appelle des conseils pour les jours difficiles, des idées pour quand vous vous sentirez triste, seuls ou effrayés. Les filles feuilletaient les cahiers avec révérence, découvrant des pages soigneusement écrites à la main, de petits dessins dans les marges, même des photographies que Denise avait prises discrètement pendant les mois ensemble. Le reste des pages est vide, continua Denise. C'est pour que vous les remplissiez avec vos propres aventures, découvertes et leçons. La vie est un cahier que nous écrivons tous les jours, avec nos choix et notre cœur. Henri observait la scène avec un nœud dans la gorge, touché par la délicatesse du geste. En quelques mois, Denise était devenue plus qu'une employée. Elle était une présence fondamentale, une ancre émotionnelle qui aidait tout le monde à naviguer à travers le deuil et la peur jusqu'à un lieu de plus grand équilibre. « Il y a une section spéciale ici à l'arrière », remarqua Marion, arrivant aux dernières pages de son cahier. « Souvenir de votre mère ?» Denise acquiesça, regardant du coin de l'œil Henri, comme si elle demandait pardon pour l'audace. « J'ai demandé à votre père de partager quelques histoires et souvenirs de Claire, des choses qu'il ne vous a peut-être jamais racontées, mais qui sont importantes pour que vous sachiez. » Henri sentit les larmes affleurer. Dans les semaines précédentes, Denise s'était approchée de lui avec cette demande inhabituelle, qu'il partage des souvenirs de Claire pour les inclure dans les cahiers des filles. Au début, l'idée l'avait terrifié. Parler de Claire faisait encore mal. Mais à mesure qu'il commençait à se souvenir, il réalisa qu'avec la douleur venait aussi la gratitude, le sourire, la certitude que cet amour avait laissé des marques trop belles pour rester cachées. « C'était ton idée, papa, papa », demanda Lucie, le regardant avec une nouvelle compréhension. « C'était l'idée de Madame Denise », admit Henri. « Mais j'ai aimé le faire, me souvenir de maman d'une façon différente. »« Comment ça, différente ?» questionna Marion. Henri réfléchit un moment, cherchant les mots justes. Pendant longtemps, me souvenir de maman me faisait seulement ressentir de la tristesse et de la peur. Mais quand j'ai commencé à raconter ces histoires pour que Madame Denise les écrive, j'ai réalisé que je peux aussi ressentir de la joie et de la gratitude quand je pense à elle. Que je peux célébrer le temps que nous avons eu ensemble, au lieu de seulement regretter le temps que nous avons perdu. Un silence compréhensif plana dans la salle. Les jumelles regardèrent les cahiers bleus comme si elles tenaient des trésors inestimables. « Alors ?» reprit Henri, revenant au sujet original, en revenant à notre décision sur Londres. « Qu'en pensez-vous » Les filles échangèrent des regards, semblant communiquer silencieusement comme seuls des jumeaux savaient le faire. « Je pense que nous voulons y aller », dit finalement Lucie, parlant pour les deux. « Ce sera difficile de laisser Madame Denise, nos amis de l'école, cette maison, mais ce sera aussi une aventure, et maintenant nous avons les cahiers pour nous aider à nous souvenir de tout ce qui est important. Et nous pouvons emporter un peu de la France avec nous, ajouta Marion. Comme les graines de tournesol de notre jardin, Madame Denise a dit qu'ils poussent aussi en Angleterre, juste à des périodes différentes de l'année. Henri sourit, reconnaissant la sagesse pratique de Denise dans ce commentaire. Elle avait préparé les filles non seulement émotionnellement, mais aussi avec des idées concrètes de comment maintenir des connexions avec leurs racines. « Alors c'est décidé ?» demanda-t-il, voulant être sûr. « Nous allons à Londres ?»« Nous y allons », répondirent les jumelles à l'unisson, leur voix mélangeant enthousiasme et détermination. Cette même nuit, après avoir mis les filles au lit, Henri trouva Denise sur la véranda, se préparant à partir. Le ciel étoilé d'Île-de-France s'étendait au-dessus d'eux, infini et accueillant. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout, » dit Henri, s'appuyant contre le montant de la porte. « Vous avez changé nos vies, Denise. » La dame sourit, ce sourire serein qui était devenu si familier et réconfortant. « Ce n'était pas moi, monsieur Henri. Vous avez toujours eu en vous tout ce dont vous aviez besoin pour être le père que vos filles nécessitaient. J'ai simplement aidé à enlever quelques obstacles du chemin. » Des obstacles appelés peur et culpabilité, compléta Henri avec un soupir. Vous m'avez appris la différence entre protéger et étouffer, entre aimer et contrôler. La peur est un terrible professeur, répondit Denise, ajustant le châle sur ses épaules. Elle nous apprend à construire des murs quand nous avons besoin de ponts,
à créer des règles quand nous avons besoin de compréhension, à nous méfier quand nous avons besoin d'avoir foi. Henri acquiesça, absorbant la sagesse de ses paroles. « Les filles vont beaucoup vous manquer, moi aussi. » « La distance physique n'est qu'un type de séparation, » dit Denise avec douceur. « Il existe d'autres façons d'être présents dans la vie les uns des autres, à travers des souvenirs, des leçons apprises, des regards que nous reconnaissons dans les yeux de ceux que nous aimons. »« Ah, vous avez toujours les mots justes, » observa Henri avec un sourire triste. « Ce ne sont pas mes mots, » répondit Denise. « Ce sont des vérités qui existaient avant moi et continueront après. Comme ces étoiles là-bas, » elle pointa vers le ciel. « Elles sont là depuis des millions d'années, même quand nous ne les voyons pas. L'amour est comme ça aussi. » Ils restèrent en silence quelques instants, contemplant le ciel étoilé. Une brise douce balançait les feuilles des arbres du jardin, créant un murmure tranquille qui berçait la nuit. « Vous savez, » dit finalement Denise, « quand Paul m'a appelé ce matin-là, parlant d'un avocat veuf avec 2 filles jumelles, quelque chose m'a dit que ce serait important. Je n'imaginais pas combien ni comment, mais j'ai senti que je devais accepter. »« C'était le destin ?» demanda Henri, surpris par lui-même de considérer un tel concept. Denise sourit. « Je préfère penser que c'était clair. » La mention de « clair » faite avec un tel naturel n'apporta pas la habituelle pointe de douleur. Au lieu de cela, Henri sentit une étrange paix se répandre dans sa poitrine. « Comment ça ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. « Je crois que ceux que nous aimons ne nous quittent jamais complètement, » expliqua Denise. « Ils trouvent des moyens de continuer à prendre soin de nous, même quand ils ne sont pas physiquement présents. Parfois, ils envoient des personnes, des situations, de petits signes. L'idée était réconfortante, même pour quelqu'un d'aussi pragmatique qu'Henri. Imaginez Claire orchestrant discrètement leur rencontre, s'assurant que ses filles et son mari trouvent un chemin vers la guérison, semblait exactement le genre de choses qu'elle ferait. « Bien, » dit Denise, prenant son éternel parapluie coloré. « Il se fait tard. Je dois y aller. »« Je vais appeler un taxi, » offrit Henri, prenant son téléphone. « Ce ne sera pas nécessaire, » répondit Denise avec un sourire. « Mon fils viendra me chercher. Il devrait arriver. » Comme pour confirmer ses paroles, une voiture se gara devant. « C'est à la maison. » Et un homme d'âge moyen fit signe de la fenêtre du conducteur. « Mon cadet, Mathieu, » présenta Denise avec fierté. « Il est pédiatre à l'hôpital Necker. Quand il le peut, il vient me chercher lorsque je travaille jusqu'à tard. » Henri ressentit une pointe de curiosité sur la vie personnelle de Denise, une femme qui savait tant sur sa famille, mais sur qui il savait si peu. « Vous n'avez jamais beaucoup parlé de vos enfants, » observa-t-il. « Parce que ce temps était à propos de vous, pas de moi, » répondit Denise avec simplicité. « Mais maintenant que notre voyage ensemble change, peut-être est-il temps que vous connaissiez un peu plus de mon histoire aussi. » Ils convinrent alors que, avant le départ pour Londres, Denise amènerait sa famille pour un déjeuner d'adieu. Une chance d'unir les 2 mondes qui avaient coexisté séparément jusqu'alors. Quand Denise descendit les marches de la véranda en direction de la voiture de son fils, Henri remarqua quelque chose de curieux. Malgré la nuit étoilée et, sans aucun signe de pluie, elle portait le parapluie coloré ouvert, le faisant doucement tournoyer tandis qu'elle marchait. « Toujours avec le parapluie ?» demanda-t-il avec un sourire. Denise s'arrêta et regarda en arrière, ses yeux brillants sous la lumière de la véranda. « Savez-vous pourquoi je porte toujours ce parapluie, monsieur Henri ? Ce n'est pas seulement pour me protéger de la pluie. Non, et c'est pour me rappeler que nous avons toujours des choix. Je peux attendre que la tempête passe enfermée à la maison, ou je peux sortir avec mon parapluie coloré et danser sous la pluie. La vie aura ses orages de toute façon. C'est à nous de décider comment nous voulons les affronter. » Avec un dernier signe, Denise entra dans la voiture de son fils et partit, laissant Henri sur la véranda avec ces paroles résonnant dans son esprit. Les semaines qui suivirent furent de préparation intense. L'acceptation formelle de la proposition, le processus d'obtention des visas, la recherche d'école, la décision sur ce qu'il fallait emporter et ce qu'il fallait laisser derrière. Au milieu de tout cela, les cours d'anglais intensifs pour les filles, les consultations avec la psychologue pour les aider dans la transition, les longues listes d'items à prévoir. Mais, étonnamment, ce n'était pas le chaos qu'Henri craignait. Il y avait un ordre naturel dans le processus, un flux qu'il permettait de se produire sans essayer de contrôler chaque détail,
quand quelque chose tournait mal, comme le retard. Dans l'émission des visas ou le problème avec la documentation de l'école internationale, il n'entrait pas en panique. Il résolvait un pas à la fois, incluant les filles dans les décisions, demandant de l'aide quand nécessaire. Denise continua avec eux pendant cette période, mais son rôle changea subtilement. Elle n'était plus seulement la gardienne des enfants, mais une conseillère pour toute la famille, les aidant à se préparer émotionnellement pour la transition. Une semaine avant le départ, eut lieu le déjeuner promis avec la famille de Denise. Le jardin de la maison des Dubois, rarement utilisé pour des événements sociaux dans le passé, se transforma en un espace de célébration. Les 3 enfants de Denise, le professeur d'université, le chef cuisinier et le médecin, amenèrent leur famille, incluant les 2 petits-enfants adolescents. Les jumelles, initialement timides avec tant d'inconnus, furent bientôt enchantées par les cousins empruntés qui leur montrèrent des jeux sur le téléphone et racontaient des histoires sur quand Denise s'occupait d'eux pendant l'enfance. « Elle a toujours eu ce parapluie coloré ?» demanda Lucie à Mathieu, le fils cadet de Denise, tandis qu'il mangeait un barbecue sous l'ombre des arbres. « Depuis que je me souviens, » confirma-t-il avec un sourire, « mon père le lui a donné pour leur premier anniversaire de mariage. Quand il est parti, le parapluie est devenu encore plus spécial. « Votre père est parti comme notre mère ?» demanda Marion avec la franchise des enfants. Mathieu acquiesça. « J'avais 12 ans. C'était difficile, mais maman nous a appris que nous pouvons porter les personnes que nous aimons dans notre cœur, même quand nous ne pouvons plus les voir. » Les filles assimilèrent cette information avec intérêt. Découvrir que Denise connaissait aussi la douleur de la perte, qu'elle avait élevé des enfants seuls comme leur père le faisait maintenant, semblait les connecter encore plus profondément à la dame qui avait transformé leur vie. De l'autre côté du jardin, Henri conversait avec Jean, le fils aîné de Denise, professeur d'histoire à Lyon. « Votre mère est une personne extraordinaire », commenta-t-il, observant Denise riant avec les enfants. « Elle a toujours eu ce don, » acquiesça Jean, de voir ce dont les gens ont besoin avant même qu'ils ne le sachent, de transformer des maisons en foyers, de trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Comment a-t-elle réussi? Après que votre père soit parti, compléta Jean naturellement. Ce n'était pas facile. Il y a eu des jours très difficiles, mais elle avait l'habitude de nous dire quelque chose que je n'ai jamais oublié. La douleur n'est pas optionnelle, mais la souffrance est un choix. Elle nous a appris à honorer la douleur, à lui donner de l'espace, mais à ne pas permettre qu'elle définisse notre avenir. Les paroles résonnèrent profondément en Henri. N'était-ce pas exactement ce que Denise avait fait avec sa famille aussi, leur apprendre à honorer la douleur de la perte de Claire, à en parler, à la maintenir présente dans leur mémoire, mais sans permettre que cette douleur les paralyse, les empêche de vivre pleinement. L'après-midi s'étendit agréablement, avec de la musique, des histoires et des rires. Quand le soleil commença à se coucher, illuminant le ciel de Montmorency avec des tons d'orange et de rose, Henri réunit tout le monde pour un toast. « Je veux remercier la présence de chacun, » dit-il, regardant les visages autour. « Ce déjeuner marque non pas un adieu, mais le début d'une nouvelle phase. Londres sera une aventure, mais la France sera toujours notre foyer. Et grâce à Denise et à vous tous, nous emportons avec nous le plus important, la certitude que la famille n'est pas seulement ceux qui partagent notre sang, mais ceux qui partagent notre chemin, même si c'est pour un temps. » Ils levèrent les verres dans un toast ému. Denise, au centre du groupe, semblait resplendir d'une fierté tranquille, non seulement pour ses propres enfants et petits-enfants, mais aussi pour cette autre famille qu'elle avait aidé à reconstruire. La veille du départ, après que les valises furent fermées et les derniers détails résolus, Henri invita Denise pour un dernier dîner en famille. Les filles préparèrent la table avec soin, plaçant même de petites cartes avec le nom de chacun, décorées avec des dessins colorés. Le dîner fut simple, mais chargé de signification, des plats qui étaient devenus favoris ces derniers. Moi, des recettes que Denise avait enseignées, des saveurs qui rappelleraient toujours cette période de transformation. Après le dessert, Lucie prit un paquet emballé dans du papier coloré et le remit solennellement à Denise. « C'est un cadeau de nous 3, expliqua-t-elle, pour que vous vous souveniez de nous pendant que nous serons loin. » Denise ouvrit le paquet avec soin, révélant un nouveau parapluie. Il était similaire au sien, coloré et résistant, mais avec une différence.
Sur le tissu intérieur avaient été peintes à la main de petites scènes représentant des moments partagés. Le thé sur la véranda, la danse dans le salon, le pique-nique, dans le jardin les vélos dans la rue. Nous avons aidé un artiste à peindre, expliqua Marion, pour que quand vous ouvriez le parapluie, même sans pluie, vous puissiez voir notre histoire ensemble. Les yeux de Denise se remplirent de larmes, et pour la première fois depuis qu'ils la connaissaient, ils la virent véritablement émue, sans cette sérénité caractéristique qui semblait impénétrable. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu », dit-elle d'une voix étranglée, embrassant les filles. Henri observait la scène avec le cœur débordant. En un peu plus de 6 mois, sa famille avait parcouru un voyage émotionnel qui semblait impossible au début. Des ombres de la peur et du deuil à la lumière de l'acceptation et de l'espoir. De la rigidité du contrôle à la liberté de l'amour, confiant. Quand les filles montèrent à se coucher, Henri accompagna Denise jusqu'à la porte une dernière fois. Sur la véranda, sous le ciel étoilé d'Île-de-France, ils échangèrent les paroles finales avant le grand changement. « Londres n'est pas si loin qu'il y paraît, » dit Denise, ajustant le nouveau parapluie sous son bras. « Le monde a rétréci avec la technologie. Nous pourrons converser par vidéo, échanger des messages, et quand vous viendrez visiter, je serai ici, attendant avec du café chaud et des croissants. »« Ce ne sera pas la même chose, » répondit Henri avec honnêteté. « Non, ce ne sera pas. »« Pareil, » acquiesça Denise. « Ce sera différent, et différent ne signifie pas pire, juste nouveau. Vous 3 êtes prêts pour ce nouveau chapitre, monsieur Henri, plus que vous ne l'imaginez. Grâce à vous. » Denise secoua la tête en négation. « Grâce à l'amour qui a toujours existé entre vous, j'ai simplement aidé à retirer les couches de peur qui le cachaient. » À l'horizon, les lumières de Montmorency scintillaient comme des étoiles terrestres. Le même ciel qu'ils verrèrent bientôt de Londres, juste sous un angle différent. « Savez-vous ce que Claire dirait en ce moment ?» demanda Henri, se surprenant lui-même par la facilité avec laquelle il prononçait le nom de son épouse. « Quoi ?» demanda Denise avec un sourire encourageant. « Elle dirait que finalement je laisse nos filles apprendre à voler. » Denise acquiesça, ses yeux brillants sous la lumière de la véranda. Et elle aurait raison, parce qu'apprendre à voler ne signifie pas abandonner le nid, mais savoir qu'on peut toujours y revenir. Quand le taxi arriva pour chercher Denise, Henri l'observa descendre les marches de la véranda avec son nouveau parapluie coloré. Avant d'entrer dans la voiture, elle l'ouvrit, sans pluie en vue, juste pour contempler les peintures à l'intérieur. Son visage s'illumina d'un sourire en voyant les souvenirs capturés dans le tissu. « À bientôt, monsieur Henri, » dit-elle, faisant signe avec le parapluie ouvert. « À bientôt, Denise, » répondit-il, sentant que ses paroles portaient une promesse. Véritable. Tandis que le taxi s'éloignait, Henri resta sur la véranda, sentant la douce brise d'Île-de-France caresser son visage. Demain, lui et ses filles partiraient pour un nouveau pays, une nouvelle vie. Ils emporteraient des valises, pleines de vêtements, documents, jouets et livres. Mais ils emporteraient aussi quelque chose de bien plus précieux. Des cœurs ouverts, des esprits libres de la peur paralysante et la certitude que l'amour véritable, celui que Claire ressentait pour eux, celui que Denise leur avait appris. À redécouvrir ne connaît pas de frontières, ni de pays, ni de temps. Dans la chambre des filles, les cahiers bleus reposaient sur les commodes, prêts à être placés dans les sacs à dos le lendemain matin. Sur la dernière page de chacun, Denise avait écrit le même message,